Nous, on n'a pas de plan B, on n'a qu'un seul plan. Plan A, plan A to Z. Le seul et l'unique, la meilleure voie pour l'excellence et la réussite en milieu scolaire. On n'a pas de plan B. On n'a que le plan M. Marcel Toyi. Voilà, il n'y en a pas un autre. Bonjour, M. Marcel, bonne arrivée. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Un coucou aux téléspectateurs. Oui, bonjour. Bonjour à tous les acteurs de l'éducation. Alors, je l'ai dit, Nectar n'a qu'un seul fer de lancer, c'est vous. Hein. Donc, souffrez que nous nous appuyons sur vous. Vous le savez, depuis la semaine dernière, le troisième trimestre est effectif. Et on sait que le troisième trimestre est la dernière ligne droite pour les examens. On a nos très chers élèves, parce que c'est le probatoire qui va commencer, le bac 1 qui va commencer, qui ont déjà commencé à stresser. On voit des gens maigrir, on voit des gens qui... les lumières qui restent un peu plus allumées, certains portables qui chutent un peu de côté. On sent que vraiment les gens commencent à ressentir la pression. Et lors de votre dernier passage, je vous avoue que le thème d'aujourd'hui est choisi justement au vu des messages qu'on a reçus. Beaucoup ont dit s'il vous plaît, parce que vous étiez passé pendant la période des congés, et donc ils étaient devant leurs écrans. Ils ont dit comment est-ce qu'on peut, vous parlez toujours d'excellence, comment est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'il reste quelques semaines seulement pour arriver à cette excellence-là au niveau du résultat. J'ai 3 messages spécifiques qui sont venus pour dire « Papa m'a dit si j'ai réussi avec tant, j'aurai tant ». Donc ces personnes-là, elles, c'est parce qu'elles savent qu'elles vont avoir quelque chose, qu'elles veulent réussir. Mais de base, quand on parle de l'excellence pour nos très chers amis qui vont passer leurs examens, et même pourquoi pas leur composition et tout ça, je voudrais qu'on soit sur le facteur temps. Il nous reste quelques semaines avant le probatoire déjà et avant les autres examens. Qu'est-ce qu'on peut faire là où on est présentement pour que ça change, que ce soit au niveau des parents, au niveau de l'élève ou et au niveau du corps enseignant? Bien, merci. Comme vous parlez d'excellence, ça veut dire que aucun élève ne doit échouer. C'est ce que ça veut dire. Et que tous... Oui, oui. c'est ça. Bon, quand on dit aucun élève ne doit échouer, là on se met au niveau de l'établissement, c'est ça? Au niveau d'abord de la classe, de l'établissement, de l'inspection, de la direction régionale et du ministère, tout le ministère. Monsieur Marcel. Parce qu'il y a des liens, il y a des relations fonctionnelles pour qu'on puisse en arriver là. Ils ont refusé. Chacun doit jouer sa partition dans la relation et dans les liens fonctionnels pour qu'on en arrive à l'excellence. C'est pour ça. Ok. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord d'amener les élèves à comprendre d'abord ce que c'est qu'un examen. Et s'ils comprennent ce que c'est qu'un examen, on va les amener à faire ce qu'on peut appeler état des lieux de leur performance dans les matières d'évaluation formative. Parce qu'il y a, quand on parle d'évaluation pour aller à l'excellence, il y a l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Formative, c'est tout ce qu'on fait lors des compositions, etc., pour voir si les signaux peuvent permettre d'aller. Si les signaux ne sont pas bons, on a un peu le temps de faire des réglages, comme vous le dites, pour aller vers l'évaluation sommative. Sommative, vous n'avez plus le temps de vous rattraper. Donc, ça, c'est l'examen de fin d'année. Ça, l'évaluation sommative. Vous voyez? Alors, donc, on doit amener les élèves d'abord à comprendre ce que c'est qu'un examen et maintenant faire l'état des lieux de leur performance dans les matières. Maintenant, si vous avez des matières de force, parce qu'il y a des élèves, toutes les matières sont des matières de force et leur plus faible note, c'est 16 par matière et au niveau de la moyenne. Là, il n'y a pas de débat. Ils sont déjà dans l'excellence depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, il y a la deuxième catégorie qui ont des matières certaines matières de faiblesse et aussi certaines matières de force dans lesquelles ils excellent. C'est de voir comment ils peuvent faire pour que ces matières de faiblesse-là, le temps qui reste,
qui puisse vite carburer et, disons, rejoindre le rang des matières de force. Et la dernière catégorie, c'est ceux qui n'ont que des matières de faiblesse. Ceux qui n'ont que des matières de faiblesse, ils n'ont pas beaucoup de chance. S'ils tiennent à réussir coûte que coûte, ils ne seront pas dans l'excellence, mais peut-être ils peuvent être rachetés. C'est pour ça que certains... Rachetés? Oui, rachetés quand vous n'avez pas réussi d'emblée, par exemple, et que vous devez passer l'oral, mais c'est un rachat. Hein? Nous, Oui. on ne l'a jamais vu. Non, M. Marcel, non, non, non. Ah non, 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 non. Ça, c'est pour nous casser le moral. Non. Ouais, c'est parce que tu n'as pas pris conscience qu'il y avait tu avais des matières de faiblesse dans lesquelles tu devais vite carburer pour réussir d'emblée. Comme tu n'as pas pris conscience pour faire ce travail, eh ben, tu as focalisé ton énergie dans les matières où tu réussis le mieux, en espérant que les moyens dans ces matières-là vont compenser le manque à gagner au niveau des autres. C'est ça. C'est ça. Donc, quelle que soit la classe, il y a toutes ces catégories d'élèves. Des élèves excellents, des élèves moyens et des élèves faibles. C'est pour ça que quand vous voyez, on donne, disons, après une évaluation, vous allez voir, on dit que certains ont 6 de moyenne, ont 7 de moyenne. Mais eux là, si on ne les accompagne pas, voilà, si eux ne prennent pas conscience et qu'on ne les accompagne pas, mais ils n'ont pas beaucoup de chances d'abord de réussir avant même qu'on ne dise. Ils ne peuvent même pas réussir de façon excellente, ça c'est pas possible. Parce que le temps qui reste est très peu. Donc, ta question ne s'adresse pas à toutes les catégories d'élèves. Ouais. Ça ne s'adresse pas à toutes les catégories d'élèves. C'est ceux qui sont dans la moyenne, les élèves moyens, qui veulent à tout prix réussir de façon excellente. C'est à eux que cette question s'adresse pour que les matières dans lesquelles vraiment ça n'a pas l'air de vraiment de marcher, qu'ils puissent vite réagir et demander l'accompagnement, soit de l'établissement ou bien soit l'accompagnement parental, pour que le parent, par exemple, les aide avec peut-être des répétiteurs ou bien des documents ou je ne sais pas quoi, pour remonter rapidement la pente et pouvoir s'inscrire dans la réussite excellente. Donc là, du coup, ça voudrait dire que on nous a dit, ne riez pas, monsieur Marcel, on nous a dit que personne ne peut avoir 20 partout. Enfin, ne peut avoir voilà, ne peut être. On a tous, en tant qu'être humain, à moins d'être un surdoué ou quelqu'un qui a un QI assez élevé, on a tous des points forts et des points faibles. Donc, on a tous des matières de base et des matières, je ne sais pas comment je vais le dire, sur lesquelles on doit peut-être un peu plus s'attarder ou s'apesantir avant d'avoir une certaine note. Et on nous a toujours dit que ce n'est pas grave, en fait. Donc, tu peux réussir et avoir ces, je ne sais pas si je dois dire ces lacunes ou ces tares-là, et être excellent. Non, attendez. Bon, qui a eu des moyennes extraordinaires sur toutes ces matières ici? Non, automatiquement, il est là. Oui, on sait, à part... Moi, pas moi, mais mon petit frère. Sur toutes les matières? Tout. Voilà. Tout. Il a eu 16,50 au baccalauréat. Le master, il a eu 18. Et les enseignants ont dit que c'était la plus forte note qu'on pouvait te donner. On ne pouvait pas faire plus. J'étais là. Bon, lui, c'est un surdoué, il faut laisser. Moi, je n'ai pas. Oui. Vraiment dans votre sens. Même, il y a ces conseils-là qu'on nous donnait en disant que, bon, concentre-toi sur les matières que tu comprends le mieux, pour beaucoup plus maximiser là-bas. Et plus tard, si tu parviens à avoir ne serait-ce que passable des autres côtés, ça va aller, quoi. Donc, en vrai, nous, on a été enfants dedans, quoi. Oui, c'est ce genre de discours qu'il ne fallait pas tenir aux élèves. Ah bon? Oui, c'est parce qu'on leur tient ce discours-là que, bon, ben, ils se disent, ils ont des circonstances atténuantes même s'ils ne s'inscrivent pas dans l'excellence, etc. Okay. Or, tout élève peut être excellent dans toutes les matières si les conditions familiales sont réunies,
les conditions au niveau de l'école sont réunies, l'élève ne peut être que excellent. Et je vous donne un exemple pratique. Quand vous prenez le système éducatif togolais, où par exemple, des élèves qui doivent passer le proba, ou bien qui doivent passer le baccalauréat, ne font que, disons, des exercices de laboratoire, ou bien de laboratoire au tableau qu'ils n'ont jamais manipulé. Ne vous attendez pas à ce que ces catégories d'élèves-là puissent taper 20. Ils peuvent taper 16 comme elle vient de dire. Les 16 que l'enfant a eu là, il aurait pu avoir plus que ça. Hein. Maintenant, la méthodologie d'enseignement des matières. Il y a ce qu'on appelle, quand vous prenez les méthodes d'enseignement des matières scientifiques, par exemple, en Asie, en Europe et autres, le professeur ne vient pas faire son show au tableau. C'est des corpus qu'on donne aux élèves. Oui. Ils travaillent là-dessus. Et je vous dis, chaque élève a entre 19 et 20 dans la matière. Okay. Donc, c'est les méthodes d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système éducatif, si nous voulons que les élèves soient tous, révèlent leur excellence, parce que l'excellence est un potentiel qui est en eux, eh bien, il faut un travail au niveau d'abord, au niveau stratégique, au niveau du ministère, et cela doit être décliné au niveau des classes, des établissements, etc. Si vous permettez, M. Marcel, je me fais fort de mon témoignage. J'ai fait mon secondaire dans un autre pays où j'ai eu la malchance, je dis bien la malchance, je salue mon père, d'avoir mon père comme professeur de physique et chimie. Oui, oui. Alors que, comme on le disait, la physique était à Dapaon et moi, j'étais pas très loin de Elakondi. Et oui, là-bas, on a les cours en classe et les cours en laboratoire. Où on fait toutes les démonstrations avec éprouvettes, avec voilà. Oui, si par exemple on doit faire un cours sur les différentes phases de l'eau, ébullition et tout ça, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment, on vous montrait. Mais merci mon enfant, mais néanmoins, comme Borouéa, cependant, et enfin, ce que je peux vous Boagakia, je ne sais pas comme vous le voulez. C'est vrai que j'ai eu des notes. Des notes. Mais des notes normales. Voilà. Avant ça, mes notes, franchement, n'étaient pas... J'étais aux antipodes de ce qu'on pouvait même appeler 5, tout ça, j'étais aux antipodes. Mais quand j'ai eu ça, je suis remontée vers 12, 13 en physique-chimie jusqu'à la fin de mon cursus. Donc, c'est tout ce que je pouvais donner. Malgré qu'on avait tout, on avait, dans un pays de l'Afrique centrale, on avait tout, on faisait vraiment les démonstrations et tout ça. Mais c'est tout ce que mon intelligence a pu donner. Oui? Oui, oui. C'est le professeur que tu as eu dans la matière, c'est eux qui t'ont limité. Ah. Oui, oui, c'est eux qui t'ont limité parce que ils ne t'ont pas donné le goût de la matière très tôt pour que tu sois suffisamment motivé, de telle sorte que tu rêves véritablement d'avoir des moyennes excellentes dans la matière. Okay. Je vous donne un exemple. L'actuel proviseur du lycée scientifique de Lomé était à l'ouverture du lycée scientifique le professeur de sciences physiques de ses élèves. Je suis allé poser la question au meilleur du lycée scientifique, la première promotion. L'enfant tape les 19 et les 20. Je dis bien dans toutes les matières, ce n'est pas seulement dans les matières scientifiques. Je lui dis, quel est le meilleur professeur de tous ceux qui vous enseignent? Il dit que c'est son professeur de sciences physiques. Je lui dis, dis-moi, pourquoi tu dis que c'est lui? Il dit que ce monsieur, quand il fait cours,
lui, il a l'impression qu'il donne vie à ce qui est inerte. Wow. Un élève qui témoigne ça de l'enseignant, ça veut dire que tous les enseignants doivent être formés de telle sorte qu'ils donnent vie à ce qui est inerte. Si tel est le cas, l'enfant ne peut être que excellent et ne peut qu'aimer vraiment la matière ou les matières où les enseignants savent comment on donne vie à ce qui est inerte. Donc, ils savent intéresser les élèves à la matière, se rendre intéressant et démontrer que la matière qu'ils enseignent là, non, c'est une matière où l'enfant peut être passionné et véritablement, ils ont les trucs et les astuces pour amener l'enfant à bien réussir et à bien faire la chose. Oui. Merci. Monsieur Marcel, dites-moi, Ouais. comment se fait-il que, comme vous venez de le dire, on soit passionné par les cours que donne un professeur, qu'on attende impatiemment son heure d'arrivée, qu'on participe au cours, qu'on voit bien qu'il donne vie à ce qui était inerte, mais qu'en fin de compte, quand on se retrouve devant une épreuve, que ça ne donne pas. Ça devait donner. Mais ça arrive que ça ne donne pas. Oui, ça devait donner. À quoi cela est dû? Oui, cela est dû au fait que la passion pour la matière est une des conditions, mais elle n'est pas suffisante. Il faut faire une tonne d'exercices dans la matière. Moi, par exemple, moi j'ai fait la série A. Je crois qu'on était arrivé en terminale. Au début, je n'avais pas vraiment de bonnes moyennes dans ces matières. Et j'ai commencé par travailler avec mes collègues qui sont en série C et en série D. Quand ils m'ont expliqué, mais je reviens en travail de groupe, mes camarades sont surpris de mes nouvelles performances. Et je suis devenu leur répétiteur dans le travail de groupe. Ah. Wow. Oui, ça c'est des camarades élèves qui m'ont expliqué. Ce n'est pas l'enseignant qui m'a amené à comprendre très facilement ce que lui il explique comme de grosses molécules. Là. Voilà. Donc, c'est des tonnes d'exercices qu'il faut faire. Ça, c'est très, très important. Il faut faire beaucoup d'exercices et tu auras l'occasion de comprendre les méandres des types d'exercices qu'on donne et la probabilité qu'un exercice similaire, pas forcément le même, mais similaire, soit à l'examen est très forte. Moi, je vais... un témoignage à propos de ce que le professeur vient de dire. C'est à propos de... Et je crois que c'était mon professeur de SVT en 3e. Je détestais cette matière-là. Mais arrivé en 3e, et je passe par là pour saluer aussi ce professeur, M. Guéma. Je n'oublie jamais son nom. Je peux oublier le nom de tous mes professeurs. Il a marqué à vie. À vie. Ben voilà. Wow. SVT. Vous pouvez manquer tous les cours. Mais quand son heure sonne, il y a certains élèves, ils ne viennent pas au cours. Parce que lui, c'est l'après-midi. Ils ne viennent pas au cours. Mais quand lui, il a cours, tout le monde vient. Voilà. Parce qu'il anime la classe d'une manière, vous êtes intéressés. Et l'application aussi, c'est bon. Il nous donne, il nous dit, ces schémas, ces croquis, ce n'est rien, c'est facile. 5 minutes. Fais-moi un schéma, 5 minutes. C'est comme ça qu'il nous a éduqués. Et à l'examen, je vous dis, non. 5 minutes pour un croquis, il te dit, c'est comme ça, fais ceci, fais ceci. C'est facile. Retiens les notes. Il nous a montré des techniques. Franchement, ce professeur, pour dire la motivation, la manière dont vous donnez le cours, c'est aussi important. C'est maintenant que je me rappelle de tout ça. Sinon, avant, moi, je ne savais pas. Je croyais que juste on les met juste parce que, bon, ils faisaient bien le cours, mais je ne savais pas que c'était aussi un plus pour nous. Donc oui. Elle-même ne savait pas qu'elle avait la capacité voilà. de pouvoir réussir cette matière. Donc, il a fallu qu'elle soit en face d'un enseignant qui a compris qu'il faut démystifier et démythifier la matière. Oui, monsieur Marcel. Pour nous, c'est arrivé à un moment où, pour nous,
les croquis là, parce qu'il dit, croquis là, simple là, c'est 8 points. Mais c'est ça. Je me rappelle, pour croquis, c'est 8 points. Si tu arrives à réussir ça là, c'est que bon, non, tu as déjà la moyenne. Donc, il nous a formés d'une telle manière. Je ne pense pas qu'un élève sera dans sa classe et avoir en bas de 12 dans sa matière. C'est impossible. C'est ça. Oui, c'est impossible. Monsieur Guéma, je vous salue. Donc, voilà, pour rejoindre ce Wow. que le professeur dit. Non, mais donc, C'est pour ça que c'est important dans un système éducatif. Si vous voulez que les élèves s'inscrivent dans l'excellence, il faut bien former les enseignants. Non. C'est D'abord les enseignants. Oui, c'est eux. Il faut bien les former, il faut qu'ils passent par des écoles de formation. Si ils ne sont pas passés par des écoles de formation, les formations continues que font par exemple les inspecteurs, etc., ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut organiser le collège des professeurs, si c'est au collège ou bien au lycée, il y a ce qu'on appelle le collège des professeurs thématiques, par préfecture, par région. Ça n'existe pas au Togo ici. Ça existait entre-temps, mais l'initiative n'a pas été suffisamment accompagnée et les gens ont baissé les bras. Donc, les professeurs de mathématiques doivent se retrouver, les professeurs du soyo doivent se retrouver, etc., avec ceux-là qui sont des professeurs excellents. Parce que quand on parle d'enseignants aussi, il y a aussi des catégories. Hein. Il y a les débutants, les avancés et les experts. hein? Mais oui. Si tu tombes sur un débutant, c'est que c'est fini. Voilà, vous voyez, le débutant, ben, il ne maîtrise pas encore tout pour pouvoir donner cette motivation-là et démystifier et démythifier la matière. Même certaines questions, il n'arrive pas à Il répondre. n'arrive pas. Il y a même des élèves qui seront plus forts. Oui. Parce qu'ils font beaucoup de recherches. Oui. Ils font beaucoup de recherches. Vous voyez? Donc, vous prenez une classe X, si vous voulez que la classe soit excellente, la classe peut être excellente, mais il faut que, disons, cet engagement-là soit pris dès le départ à la rentrée. Donc là, il est trop tard. Bon, ça dépend de la stratégie que vous mettez en place pour relever leur niveau avant l'examen. PM. Ouais, moi, beaucoup de choses ont été dites, mais dans les conditions où il y a l'enseignant qui met toutes ses méthodologies, parce que lui, sa vision d'abord, quand il se sacrifie, c'est pour que les élèves aussi aient de l'excellence. Il met toutes les méthodologies qu'il faut par rapport à tous les aspects qu'on a évoqués, il met ça en place. Mais au finish, il voit qu'avec surtout la génération qu'on a actuellement, qui sont tellement limités et parfois se pensent trop connaître, d'abord, ils ne veulent pas faire d'efforts, eux aussi se limitent à ce qu'ils sont et ne veulent pas donner ce que peut-être l'enseignant se tue pour à la fin avoir le résultat qu'il escompte. Que dire de ce type d'élèves et de ce type d'enseignants? Oui, en fait, le problème que tu abordes touche ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les élèves montent d'une classe à une autre avec des lacunes dans des matières. Lagune, c'est mieux. Des lagunes, pas des lacunes. Alors, c'est pour ça que il est recommandé aux enseignants, hein, ils peuvent être du primaire, du secondaire, enseignement technique et autres, dès qu'à la rentrée, il faut faire absolument à chaque élève un test diagnostic dans votre matière pour voir quels sont ceux-là qui sont très faibles, quels sont ceux-là qui sont moyens et quels sont ceux-là qui sont plus éclairés, qui peuvent être des coachs. En tant que, bon, En tant qu'enseignant. que je suis enseignant professeur de SVT, Très bien. lorsque je prends À la rentrée, je fais un test à chaque élève. oui, tu leur fais un test. C'est un questionnaire qu'il faut. J'en ai 80. C'est un questionnaire, c'est comme un devoir. Ok. Oui, oui. Et c'est le même questionnaire que tu leur donnes à tous. Maintenant, Oui. Interrogation 0, je crois. Oui, ça peut prendre ce nom. maintenant sur la classe passée ou bien... Non, la classe de la rentrée, la nouvelle classe. Maintenant, souvent... Maintenant, La dernière matière de la classe c'est ce précédente. que je pose, c'est la Oui. question que je pose, les dernières matières de la classe précédente ou bien la classe que l'enfant a rejoint. C'est que Mais si c'est à la rentrée, ça ne peut être que la classe la classe précédente. précédente. Et comme ça, après la correction, vous catégorisez les élèves. S'ils sont 100, tu dois savoir qu'il y a peut-être 18% voilà, des 100 qui sont vraiment faibles. Et eux, il faut appliquer ce qu'on appelle la pédagogie individualisée.
Dans ce cadre... C'est-à-dire qu'il faut des exercices spécifiques à eux. Pendant que d'autres ont, par exemple, disons 30 minutes de récréation, eux, ils n'auront que 10 minutes de récréation. Donc là, je rejoins PM. La génération de maintenant, ils non, vont accepter. Ce n'est pas une affaire de génération. C'est une affaire de la méthodologie qu'il faut instituer. C'est ça. Oui, dans la classe et comme ça là. C'est pas une affaire, c'est pas parce qu'ils sont de cette génération. Ce que nous disons génération, il y avait aussi des élèves en notre temps qui avaient aussi des comportements. Vrai. Mais il a fallu qu'on mette en place un bon dispositif et ils sont rentrés dans les rangs. Ils vont rentrer dans les rangs. Vous voyez, les jeunes, un jour peut-être on va parler, il y a ce qu'on appelle les adultes à l'école des jeunes. Les adultes à l'école des jeunes, on doit faire un cours aux professeurs dans les écoles de formation pour qu'ils puissent connaître c'est quoi un jeune. Quelles sont ses réactions, quels sont ses comportements, etc. Dans le contexte actuel, etc. Et ça permet à l'enseignant de savoir comment les prendre. Donc, si on forme les enseignants seulement dans leur matière spécifique et puis il n'y a pas ces adjuvants qui entourent, mais ils vont faire des dégâts, ils vont condamner les enfants. Ils n'arrivent même pas à les maîtriser. Oui, ils ne peuvent pas les maîtriser. Alors que ils ont un professeur qui s'est battu avec son élève. Et la meilleure façon de maîtriser un enseignant, c'est ce que vient de dire Pasteur, que quand le professeur, là, les élèves qui ne viennent pas au cours, quand on dit que c'est son cours, ils sont là avant l'enseignant. L'enseignant a trouvé le moyen de les maîtriser. Oui, oui. C'est comme ça. L'enseignant a trouvé le moyen de les maîtriser. Donc, ils vont mettre de côté leur comportement là et comprendre que vraiment, leur avenir se trouve dans ce qu'on a activé la passion pour la matière. Et ça devient tellement un jeu, ça devient intéressant et il ne faut pas rater. Alors, bonjour, Monsieur Marcel. S'il vous plaît, comment peut-on expliquer qu'un élève qui n'a jamais eu la moyenne en évaluation formative et qu'en évaluation sommative, ce dernier réussit avec brio? A contrario, celui qui a toujours brillé en évaluation formative ne réussit pas lors de l'évaluation sommative. Monsieur Jean, depuis Socodé. Ah, ça, si on veut expliquer ça, ça va nous prendre 30 à 1 heure de temps. C'est des modules, n'est-ce pas? Oui. Non, bon, on a attaqué spirituellement l'enfant. Certains ont réussi par la complicité des surveillants. Hein? Oui, bien sûr. Non, monsieur Marcel, oui, on ne peut pas dire ça. Non, ce qui se passe réellement, c'est ce que moi je de vous dire. On n'est pas en train d'accuser qui que ce soit. Oui, il arrive qu'il y a la complicité des surveillants qui ont laissé les élèves tricher. C'est-à-dire que l'élève sait que dans sa matière de faiblesse, il y a d'autres qui sont bons. Et donc, il veille à ce que l'autre leur donne le bouillon. Donc, il peut réussir brillamment. Sinon, comment toi tu es très faible et puis à l'examen, tu réussis brillamment? Non, ce n'est pas de la magie. Non, la réussite, c'est une construction. Il y a quand même un facteur chance dans ce dont nous parlons. Non, attendez. Oui, non, je suis d'accord. Le facteur chance existe. Oui. Mais tu sais, pour que ce facteur-là ne soit pas un facteur déterminant qui explique la réussite d'un enfant, on configure l'épreuve de telle sorte que l'épreuve ne soit pas une question bloquée. C'est plusieurs exercices. Donc, tu peux avoir la chance de tomber sur un exercice, mais ce n'est pas probable que tu tombes sur tous les exercices. Par chance. Oui, ça c'est pas probable. Et ceux qui échouent, oui, parce que moi j'étais, en première, on avait, je tairai son nom, et notre première de la classe, elle était toujours première, du premier trimestre au troisième trimestre, mais à l'examen, elle a échoué. Et on n'a rien compris. Je ne sais pas pourquoi. Oui. C'était une fille. Vous savez, on a dit que l'homme est corps et esprit, hein, n'oubliez pas ça. Oui, n'oubliez pas ça. Il peut arriver que quelque chose l'a dérangé le jour là et elle ne s'est pas retrouvée. Oui. Ça peut être des facteurs spirituels, ça peut être des facteurs, voilà. Sinon, normalement, si intellectuellement, ça ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire que, comme elle est première, elle pouvait réussir, mais pas de façon excellente. Mais dire qu'elle a échoué, il y a problème. Maintenant,
L'autre facteur aussi, c'est la manière dont on a fait les corrections. Quand on a corrigé, je sais qu'on fait le désanonymat, n'est-ce pas? Et il peut arriver qu'on a interverti. Il y a eu des cas comme ça. Oui, il y a eu des cas comme ça. Voilà, c'est pour ça que maintenant les examinateurs prennent vraiment toutes les dispositions pour que ces cas de figure n'arrivent pas. Parce que franchement, il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer. Je me dis, il peut y avoir le stress aussi. Non. Le fait de changer d'environnement. Elle était vraiment excellente. Oui, elle peut être excellente, mais Donc, parfois, il y a plusieurs il peut y facteurs, avoir il y a plusieurs stimuli. facteurs qui peuvent Le stress, ça expliquer. peut te faire vraiment oublier tout, hein, faire un blackout de malade. Oui, donc du coup, parce que là, souvent, on a... Bon, votre message, il dit qu'il réussissait et quand il est allé, il n'a pas qu'ils se sont rendus compte qu'on l'a triché à l'examen, que celui qui a corrigé a volé. C'est ça, c'est un point pour donner à tout ça, on a dit ça. Hein. Non, c'est pas celui qui a corrigé qui a volé le point. C'est peut-être en reportant les notes. Voilà, c'est en reportant les notes qu'il y a peut-être une erreur se serait glissée. Donc c'est pourquoi je dis que maintenant on a pris toutes les dispositions pour que ce genre de situation que les élèves ont vécu, et vraiment que ça n'arrive plus, quoi. Faute de frappe. C'est ça. Faute de frappe. Tu veux saisir un mot correct par ton portable. Voilà. Une lettre s'ajoute. Elle enseigne à d'autres personnes qui réussissent. Oui, c'est ça. Et elle reprend 3 fois. Non, quand même. Alors, est-ce que M. Josué disait une chose, par exemple, pour la question posée par Nolili, est-ce que pour cette personne qui a réussi du début jusqu'à la fin, qui s'en va échouer, est-ce qu'il y a aussi le facteur excès de confiance qui agit? Non, ce facteur, l'excès de confiance, souvent, c'est des élèves qui ont triplé la classe. C'est surtout à leur niveau que se pose le problème d'excès de confiance. Qui ont triplé? Oui, bien sûr. Ils ont passé 3 fois la classe. Ils ont redoublé. Voilà, ils ont redoublé. Les mentors. Voilà. Oui. C'était la 3e fois qu'elle... Bon, quand nous, on est venus, on a appris que c'était la 3e fois qu'elle faisait la classe. Donc, c'est pour ça qu'elle était excellente. Voilà. C'est pour ça, même quand elle a échoué, ça a choqué tout le monde. Elle a réussi par expérience. Elle a réussi par expérience. Maintenant, comme c'est par expérience, elle n'a pas fait vraiment une introspection suffisante avant de commencer par traiter les épreuves. Vous voyez? De quelle manière elle réussissait? Si on fait une analyse vraiment matière par matière de la manière dont elle traite là, bon, on se rendra compte que peut-être qu'elle reproduit juste ce qu'elle a vu dans les polycopes, dans les annales, etc. Donc, on doit vraiment bien analyser avant de voir. Sinon, tout ce que nous on va dire ici, ce serait un peu subjectif. Il y a une question justement qui dit, est-ce que c'est bon quand on vient et qu'on a fini de sortir très tôt de la classe d'examen? Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que... Non, attendez, c'est mieux comme ça, tu t'en vas préparer le prochain. Quand on dit très tôt, est-ce que ça veut dire qu'on t'a donné 2 heures et tu n'as fait que 1 heure et tu es sorti? Oui. Ah non. Non. Les esprits vont te voir. Attends, je finis, elle va répondre. Alors, l'examinateur n'a pas fixé le temps de traitement de l'épreuve par hasard. Oui. Si on t'a donné 2 heures, on sait qu'en 1h30, normalement, tu dois pouvoir finir. Mais on accorde un supplément de 30 minutes pour boucler les 2 heures et là. Mais si tu finis avant 1 heure, là, c'est suspect. Oh. Oui, soit tu n'as pas l'épreuve, tu n'as pas vraiment réussi l'épreuve. Tu n'as pas compris. Parfois, même quand tu relis, toi-même, tu vas te rendre compte que vraiment, tu as fait une erreur. Parfois, ça se fait, tu es pressé parce que tu vois l'épreuve en même temps, tu te dis, je connais. Non, je vais faire, tu refais tout. Même si tu as déjà vu l'épreuve, il faut vraiment prendre le temps de bien lire et de relire les réponses. Et ça va te prendre plus d'1 heure de temps.
Au cas où, c'est 2 heures qu'on a donné. Pour être sûr que ce que tu as écrit là, voilà. L'autre dit que je vais sortir vite pour aller bosser l'autre. Oui, bon, Esther, vas-y, on écoute ton témoignage. Oui, mon témoignage. Bon, moi, je suis une élève assez rapide, je vais dire. C'est-à-dire, si on donne 2 heures, en 30 minutes, 45 minutes, j'ai fini. Merci. Genre, c'est vraiment mon habitude. Et quand je finis, j'ai la moyenne que je dois avoir. Pas forcément 20, mais voilà, j'ai la moyenne que je dois avoir. Mais à un examen, je crois que c'était le bac 1, on avait fait une matière, je ne sais plus c'était quelle matière. J'ai fini comme ça à 30 minutes, 45 minutes. Et j'attendais parce qu'on exige qu'au moins la moitié de l'heure passe avant que tu ne sortes. Donc, quand j'attendais pendant les 1 heure là, les 1 heure ont sonné, on a dit voilà, on peut partir. Je voulais me lever pour partir, je me suis dit mais non, je vais relire un peu ce que j'ai fait. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement... L'heure qui restait là, j'étais comme ça. C'est ce que je dis. Sinon, je n'allais pas m'en sortir. Voilà. Donc, il faut toujours prendre le temps de relire. Même si votre cerveau va vite, même si vous finissez vite là, restez là-bas, prenez le temps, s'il vous plaît. C'est ça qu'on appelle le regard critique de ce que tu as écrit. Tu vois, tu portes un regard critique sur ce que tu as écrit pour te rassurer que vraiment, il n'y a pas des erreurs et autres là. Est-ce que tu n'es pas allé dans la précipitation? Ah bon? Oui. Non, comme l'a dit Esther, moi j'avais ce comportement. Mais lorsque un jour ça m'a surcoté, j'attendais toujours les 2 heures. Non, j'attendais toujours les 2 heures. En conclusion, ce n'est pas une bonne chose de sortir trop tôt. Non, il faut au moins boucler la moitié du temps. Tu penses être trop intelligent. Ou bien c'est toi la chose. Et les autres te regardent comme tu étais le meilleur. Oui, bonne question. Il faut dire que depuis le début de votre développement, à un moment donné, j'avais presque envie de retourner et resuivre les cours. Je me suis dit, non, oui, je me suis dit que ce sont certains profs qui ne m'ont pas vraiment aidé dans certaines matières. Maintenant, actuellement, il y a des élèves qui s'approchent de l'examen. Bon, du moins les parents me suivent. Pour ces enfants-là qui apprennent ça, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Ils ont la peur au ventre et tout. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour ne pas qu'ils perdent espoir? Parce que franchement, j'aurais été un élève en premier actuellement. Je me dis, bon, l'année prochaine, je reviens, c'est mieux, quoi. Voilà. Non, le conseil qu'on peut leur donner, c'est quoi? C'est de faire une analyse de leur matière de force et de leur matière de faiblesse. Et de consacrer beaucoup plus de temps à leur matière de faiblesse. Pas d'exercices, pas de conseils et la relecture des cours et autres, mais vraiment de manière méthodique. Et là, et de savoir aussi l'architecture, de connaître aussi l'architecture des épreuves. Quelle est l'architecture, si tu es par exemple au lycée, quelle est l'architecture de l'épreuve de SVT, de philo et autres. C'est ça. Et donc, c'est sur ça beaucoup plus qu'il faut se concentrer, et parce que c'est un secret aussi pour la réussite dans la matière et dans les épreuves. C'est ce qu'on peut leur dire. Le reste, c'est le conseil que les professeurs leur donnent matière par matière. Vous voyez, quand par exemple vous prenez des élèves qui sont en série D, quel est le constat qu'on fait? Comme ils ne lisent pas suffisamment, ils confondent la clarification des concepts. On donne une épreuve, souvent du SVT, on dit analyser et interpréter le résultat de laboratoire. Ils font l'analyse à la part de l'interprétation, ils font l'interprétation à la part de l'analyse. Alors que il y a ce qu'on appelle le dictionnaire scientifique. Est-ce que les élèves, ils ont ce dictionnaire-là? Non. Ils n'ont pas ce dictionnaire et donc ils ont une compréhension littéraire au lieu d'avoir une compréhension scientifique. À qui la faute si il n'y a pas le dictionnaire? On n'a pas le dictionnaire La faute scientifique. est d'abord à l'élève parce qu'il devait réclamer ça des parents. Okay. La faute est à l'enseignant qui devait aussi recommander ce document-là et de leur dire qu'à l'examen, il faut éviter ces genres d'erreurs parce que si tu commets cette erreur plutôt, eh bien, tu as toutes les chances. Voilà, que tu as bien fait, mais ça peut pas. Ok. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour l'équipe, j'aime bien le sujet sur l'excellence ce matin. Merci à M. Marcel pour ces informations. Les écoles normales du Togo forment aujourd'hui les enseignants avec toutes ces compétences dont parle M. Marcel. Seulement, aucun d'entre eux n'est encore en fonction, sauf ceux du primaire.
Espérons qu'au résultat du concours, cette nouvelle vague d'enseignants qualifiés puisse remonter haut le blason de l'enseignement, notamment par l'application rigoureuse des pédagogies actives. Merci encore. Et c'est sur ce beau message qu'on termine l'émission du jour. Nous partons pratiquer l'excellence avec M. Marcel. Demain, on va revenir avec nos devoirs corrigés. On est sûr que les choses seront bien. Monsieur Marcel, merci infiniment. Merci d'être aussi. passé encore une fois. On a eu des chocs, mais bon, c'est pas grave. Le SAMU n'est pas arrivé. On va voir la prochaine fois. Il est l'heure de sortir du cours et de l'examen. Il est 8h30. Merci. Bye bye. À demain.